Merci pour cette invitation. Alors, j'ai lu sur Internet que certains s'interrogeaient sur le rapport de cette conférence avec l'histoire de l'art. Et en effet, c'est une question qu'on peut tout à fait légitimement se poser si on limite cette discipline à la seule étude des beaux-arts. Mais l'analyse des formes visuelles s'étend aujourd'hui à bien d'autres interrogations, comme celle de la visibilité ou de l'invisibilité des minorités. Et c'est cet angle que j'ai choisi pour aborder la crise des Gilets jaunes, qui a fourni une expérimentation, pour ainsi dire, clinique des effets de l'information visuelle dans le débat public. Ce que cette confrontation déploie, c'est la fameuse question de la puissance des images que reposait en début d'année un autre festival, celui des rendez-vous de l'histoire de Blois, auquel, par parenthèse, j'ai également participé. Donc, j'ai ouvert et je ferme l'année, non seulement avec 2 festivals, mais en fait en essayant de répondre un peu à la même question. Dans un espace médiatique fortement orienté par les déterminations sociopolitiques, la diffusion d'informations alternatives sur les violences policières et la discussion publique de rush vidéo ont contredit la communication gouvernementale et modifié la perception du conflit. Garant de la pluralité de l'espace public, les réseaux sociaux ont participé à la préservation des droits fondamentaux, questionnant l'état de la démocratie et des libertés publiques. Les images ont été le vecteur essentiel de ce conflit de représentation. Il me semble donc légitime d'examiner ici ce cas d'école. Alors, je ne m'étendrai pas ici sur les aspects politiques, économiques ou sociologiques de cette confrontation qui ne sont pas de mon ressort. Je me bornerai à rappeler quelques traits saillants d'une crise inédite dans les annales de la Ve République. Un premier élément de contexte est l'hostilité ou l'indifférence qui accueille depuis plusieurs années les conflits sociaux. Nous venons d'apprendre très récemment qu'une grève des services d'urgence hospitaliers durait en fait depuis 3 mois à l'occasion du recours par les grévistes au congé maladie comme une dernière solution face à l'absence de dialogue social. Et puis les cheminots, les enseignants sont en grève et ça n'a pas l'air de susciter beaucoup d'attention, ni de la part des pouvoirs publics, ni de la part des médias. Alors cette situation est relativement nouvelle, dans cette forme un peu extrême. C'est sous le gouvernement de Nicolas Sarkozy qu'une politique d'indifférence affichée a pris la place des négociations traditionnelles qui permettaient jusqu'alors de sortir des conflits sociaux. L'exclusion de la question sociale des préoccupations politiques a logiquement conduit à son éviction du récit de l'actualité par les grands médias. L'application à la stratégie politique des techniques du néo-management s'est par ailleurs accompagnée d'un raidissement de l'autorité républicaine, bien illustré par plusieurs dirigeants récents. Donc, dans ce contexte, la revendication sociale est progressivement apparue comme une sorte d'ennemi intérieur, menaçant la cohésion nationale et la paix publique. Oui, je vais couper le son. Donc ça, ce sont les conseils du gouvernement pour bien manifester. Une façon de manifester correctement. On ne manifeste pas n'importe comment. Donc il y a, si vous voulez, un certain nombre de facteurs qu'on pourrait appeler des facteurs d'invisibilisation, des facteurs qui conduisent à minimiser, à invisibiliser les mouvements sociaux. Donc, dans ce contexte-là, on n'aurait pas dû beaucoup parler des Gilets jaunes. Mais le caractère atypique et original du mouvement des Gilets jaunes a joué, au contraire, en faveur de son exposition. Il s'agit en effet d'un rassemblement transversal et spontané de catégories socioprofessionnelles oubliées du syndicalisme, avec une part importante de chômeurs, de petites retraites ou d'indépendants, dont l'action prend la forme caractéristique des mouvements de type Occupy,
avec le choix du signal de visibilité, qui est le gilet jaune, et l'occupation des ronds-points. Autant que les revendications proprement dites, l'ancrage régional, le refus d'une représentation hiérarchisée et la distance affichée avec les appareils politiques sont autant d'éléments qui attirent ou qui ont attiré la sympathie des classes populaires. Ces mêmes facteurs ont en revanche suscité l'hostilité des classes supérieures selon une ligne de partage qui a réveillé une vive opposition de classe inhabituelle dans les démocraties occidentales d'après-guerre. On pensait que jusque-là, on était arrivé à un stade où tout le monde appartenait, grosso modo, à la classe moyenne ou aux classes moyennes. Et donc, voilà, le réveil de la lutte des classes est une surprise issue de ce mouvement. Alors, pour expliquer cette opposition, je vais faire appel à un rapport proposé en 2012 par le think tank de gauche Terra Nova, qui a proposé, donc, qui permet de comprendre l'interprétation du caractère spontané de la mobilisation des classes populaires, puisque pour expliquer en 2012 la crise qui touche alors les partis sociodémocrates, plutôt que d'incriminer le ralliement au dogme de la mondialisation néolibérale, le groupe de réflexion propose à ce moment-là une analyse de type sociologique. C'est le peuple, c'est la faute du peuple. C'est le peuple qui se serait éloigné de la gauche, alors que celle-ci a adopté, depuis mai 68, des valeurs de libéralisme culturel, je cite le rapport, incarné par la tolérance, l'ouverture aux différences, une attitude favorable aux immigrés, à l'homosexualité ou la solidarité avec les plus démunis. Fin de citation. Donc, voilà, grosso modo, si vous voulez, le schéma d'explication de Terra Nova, c'est que les classes populaires, qui sont coupables d'avoir trahi la gauche de gouvernement, sont ramenées à une sorte de caricature d'un poujadisme beauf, raciste et sexiste. Et Terra Nova invite, à contrario, les responsables politiques à se tourner vers les élites urbaines, jeunes, diplômées, féministes et antiracistes. Et c'est exactement ce qui va se passer pour le gouvernement Hollande, avec notamment la loi sur le mariage pour tous. Alors, cette explication revancharde est démentie par la sociologie politique. Car ce qui caractérise l'évolution politique des classes populaires dans la période récente, c'est plutôt le refuge dans l'abstention que le vote d'extrême droite. Néanmoins, ce schéma donc, de beaufisation des classes populaires va peser considérablement sur la vision du conflit par les classes moyennes supérieures, qui sont aussi celles qui détiennent les clés de l'expression médiatique majoritaire. Donc, avec... je m'arrête là pour les prolégomènes. Avec le succès populaire du mouvement, mesuré par sondage, et l'inquiétude qu'il suscite en retour auprès du gouvernement, inquiétude légitime, tous les ingrédients étaient donc réunis pour produire une expérimentation grandeur nature de la réorganisation de la sphère publique et de la capacité des nouveaux médias à peser sur la formation de l'opinion, ce qui est une prédiction qui avait été proposée par les théoriciens du Web 2.0, mais qui n'avait jusqu'à présent trouvé sa vérification que dans un petit nombre de cas, comme les usages de la vidéo au cours des printemps arabes ou encore le cop-watching aux États-Unis. Donc un certain nombre d'exemples, effectivement assez visibles. Mais à contrario, on a eu aussi des mobilisations récentes comme le mouvement MeToo contre les violences sexistes qui ont au contraire illustré une convergence et une complémentarité entre les anciens et les nouveaux médias. Alors avec la crise des Gilets jaunes, nous retrouvons en fait cette ligne de partage entre grands et petits médias où l'antagonisme des récits médiatiques reproduit la division entre classe supérieure et classe populaire. Cet antagonisme s'est noué autour de deux thèmes en miroir, celui des violences des manifestants contre celui des violences policières. Et voilà, vous pouvez décrypter sans peine les origines politiques de ces deux organes. Donc on retrouve bien le clivage classe supérieure, classe populaire.
Alors, dans un article récent du 14 mai, daté du 14 mai, donc du 13, le quotidien Le Monde, qui avait d'abord soutenu le récit gouvernemental d'une responsabilité univoque des Gilets jaunes, admet que les deux formes de violence ne sont pas symétriques. Je cite Franck Johannes, le directeur adjoint de la rédaction. Le bilan de ces manifestations est incroyablement lourd. Je ne vous rappelle pas tout le bilan, je vais supposer connu ces faits. Même si la violence des émeutiers a atteint un niveau inégalé. Donc là, on est toujours dans le balancement. Mais, justement, on attend des forces de l'ordre, de par leur formation et leur encadrement, un sang-froid et un recul que n'ont pas des manifestants surexcités. Ils sont toujours surexcités, ils sont un peu excités. L'image de ce CRS, écoutez, l'image de ce CRS qui a lancé un pavé le 1er mai sur des gilets jaunes est symptomatique d'un mimétisme inquiétant. Il ne s'agit plus de maintenir l'ordre républicain, mais d'une bataille rangée pour rester maître du terrain. Alors, bien sûr, il faudrait, pour vérifier et discuter correctement tous les éléments et les sous-entendus de cette synthèse, entrer dans le détail de l'historique du mouvement, de l'évolution du maintien de l'ordre et des options stratégiques prises par le gouvernement pour gérer la crise. Mais je suppose que vous n'êtes pas venu pour ça. Et nous sortirions évidemment tout à fait du cadre de cette intervention. Je propose donc de laisser aux spécialistes du maintien de l'ordre, de la police, Mathieu Rigouste, enfin voilà, on a entendu beaucoup de spécialistes qui évidemment se sont exprimés. On va certainement avoir encore de nombreux articles et livres apparaître sur cette crise. Donc, je vous propose de laisser aux spécialistes le soin de régler la question des responsabilités respectives et de l'enchaînement des causes, et d'admettre par hypothèse l'existence symétrique des deux formes de violence sans en analyser les soubassements politiques. Comme ça, on peut passer sans attendre à l'examen de la question qui m'occupe et qui est celle de leur représentation antagoniste dans le champ médiatique. Donc, quelle que soit l'économie des causes, de toute façon, je n'ai pas besoin, pour mon propos, de régler cette question. On peut simplement prendre ces comportements comme ils sont et surtout analyser leur représentation et leur circulation. De ce point de vue, les articles du Monde du 14 mai présentent, donc le journal qui consacre pour la première fois sa une aux violences policières, il consacre plusieurs articles à ce sujet. Donc tous ces articles présentent une caractéristique remarquable, comme l'article de Franck Johannes dont je vous ai lu un extrait. Ils admettent les rushs vidéo qui ont circulé sur Internet comme des sources authentiques, et s'appuient sur ces exemples, comme celui du CRS lançant un pavé, cités au titre de références considérées comme connues et partagées. Donc le CRS lançant un pavé, je ne sais pas si vous l'avez en tête, mais les rédacteurs du Monde pensent que oui. Nous connaissons tous le CRS lanceur de pavé du 1er mai. Vous voyez, et donc il y a absolument ces citations qui sont nombreuses dans ce numéro et qui ne sont ni illustrées ni référencées. Il n'y a pas de lien vers la vidéo. C'est une façon très curieuse de considérer qu'on a une espèce de stock comme ça d'archives documentaires à disposition que tout le monde est supposé connaître. Tout le monde. Donc les journalistes du Monde citent ces vidéos comme si, effectivement, ils citent des propos de policiers qui renvoient à ces vidéos, et voilà, et tout le monde les a vus, quoi. Donc ça, c'est pour moi la plus belle démonstration. Il est impossible non, on pourrait très bien faire ce test, mais moi, je n'ai pas les outils statistiques qui me permettraient de faire un sondage, d'interroger une partie de la population pour savoir qui a vu quoi, par exemple. Ça serait très intéressant d'avoir ce type d'éléments, parce que des vidéos, il y en a quand même eu pas mal. Donc, c'est pas si évident de savoir qui a vu quoi et comment. Mais voilà, le primat du Monde, grosso modo 6 mois après le début des événements, c'est qu'on a ce type de sources qui suffisent
à étayer les jugements et les appréciations, en l'occurrence, des journalistes. Donc je cite, voilà, les exemples et les vidéos sont légion, indique encore Johannes, qui confirme donc le rôle de preuve documentaire d'enregistrements qui sont donc souvent effectués par des manifestants ou des street medics, parfois des journalistes ou des jeunes journalistes indépendants, et qui sont diffusés en ligne sans que leur authenticité puisse faire l'objet d'une vérification approfondie, le plus souvent. En tout cas, d'une vérification en bonne et due forme. Et de manière encore plus nette, l'ensemble des articles opposent le discours gouvernemental d'un côté et les réseaux sociaux, sur lesquels, je cite, ont été lancées les premières alertes. Donc le schéma, si vous voulez... enfin voilà, je n'ai même pas besoin de vous démontrer le schéma que je vous propose d'analyser, parce qu'il fait déjà partie des évidences, si j'en crois, les articles du Monde. Alors évidemment, la position d'arbitre que choisit de se donner le quotidien entre d'un côté le gouvernement et les réseaux sociaux de l'autre, entre deux camps qui sont donc identifiés par leur récit antagoniste, est un peu étrange et ferait presque oublier que ceux qui parlent sont des journalistes, c'est-à-dire des producteurs d'informations. C'est une drôle d'idée d'aller chercher un stock de vidéos qui ont circulé sur Internet plutôt que les informations qui auraient dû être produites par les journalistes du Monde sur le terrain. Vous voyez, ils n'ont rien vu, ils étaient où, qu'est-ce qu'ils ont fait depuis les 26 actes précédents pour avoir besoin de se référer à ce matériau comme à des preuves authentiques, et visiblement, ils n'ont pas autre chose à se mettre sous la dent. Donc la façon, si vous voulez, extrêmement naïve qu'ont les articles de ce numéro du Monde de partir sur ce point de départ et d'admettre l'évidence des rushs vidéo me paraît extrêmement intéressante et significative, mais enfin significative d'un certain nombre de problèmes. Alors, la lecture rétrospective du quotidien n'aide pas à répondre à la question où étaient les journalistes du Monde pendant tout ce temps, parce que le thème des violences policières ne commence effectivement à être abordé dans les colonnes du quotidien que le 16 janvier, près de 2 mois après le début du mouvement, sous la forme d'une interview du journaliste indépendant David Dufresne, seul acteur médiatique à avoir procédé au recensement des brutalités policières sous la forme de messages publics documentés sur Twitter. Donc là aussi, je décris par acquis de conscience, parce que il faut partir de l'idée que vous connaissez tous maintenant cette production. Et donc, aux alentours de la mi-janvier, nous sommes à ce moment-là au premier tournant de l'histoire de la couverture du mouvement des Gilets jaunes, celui où la question de la répression policière, qui avait été jusque-là omise, invisibilisée, dans la plupart des grands médias, fait une apparition marquée et, du coup, atteste, par le décalage de 2 mois pendant lesquels on n'en a pas parlé, eh bien, d'un problème, d'une faillite du récit médiatique pendant les 7 premières semaines du conflit. Durant toute cette période, l'information des violences policières venait contrebalancer sur les réseaux sociaux la description des dégâts matériels mis en avant par la presse et la télévision. Mais alors que les grands médias soulignent, donc on est toujours à la mi-janvier, le rôle d'un acteur, David Dufresne, dont la compétence documentaire et journalistique est reconnue, donc il y a une espèce de médiateur entre les réseaux sociaux et les grands médias. David Dufresne joue un rôle de go-between. Il est reconnu par les journalistes parce que voilà, sa compétence documentaire est absolument ne fait pas question, à la différence de Gaspard Glanz, par exemple, qui est un peu plus fuligineux. Donc, bon, David Dufresne, c'est un reporter particulier. Voilà, il a un style à lui, mais on ne remet pas en question sa qualité de journaliste ni donc les informations qu'il produit. Alors, cet intermédiaire joue un rôle très important pour les médias, pour s'acclimater, j'ai envie de dire, pour s'approprier tout doucement la question des violences policières. Et donc ce qui est, évidemment, vous voyez, il faut être très attentif dans les traitements médiatiques
Là, vous pourriez me dire, ben voilà, alors quoi, elle est là, la violence policière, ils en parlent. Le Monde parle des violences policières, c'est dans le titre, etc. Mais oui, mais non. Hein, le récit médiatique, c'est beaucoup plus compliqué. Là, on est entre guillemets. Hein. Et donc, toute l'interview, c'est selon David Dufresne. Donc, selon David Dufresne, il y a des violences policières. Et quand Le Monde produit ce type de récit, il ne s'engage pas, hein, ça n'engage pas l'avis du Monde, c'est une mention qui est déléguée et dont la responsabilité, même la responsabilité juridique, échoit uniquement à l'interviewé. Donc ça, c'est une façon qui n'est pas, c'est pas du tout la même chose que ça, qui est une prise de parti en une. Voilà, donc là, quand le mot violence policière est affiché en une du Monde, et repris par un édito, plusieurs articles, etc., voilà, la prise de conscience est tout à fait différente. L'affirmation du fait est complètement différente. Et donc, il y a effectivement 3 mois qui séparent les deux publications. Bon. Alors, donc pendant tout ce temps-là, et alors que les grands médias découvrent David Dufresne et interviewent à tour de bras David Dufresne, qui va faire toutes les télévisions et à peu près tous les quotidiens, pendant ce temps-là, on était déjà, ceux qui se promenaient sur les médias alternatifs et sociaux, avaient déjà connaissance non seulement des tweets de David Dufresne, mais aussi des sources vidéo. Et là, en janvier, on n'en parle pas encore. Hein, les grands médias n'ont pas encore, levé le lièvre. C'est une sorte de déni, hein, parce que tout le monde regarde effectivement déjà ces vidéos, et certainement aussi les journalistes, mais elles n'ont pas encore acquis le statut de source. Alors que sur les médias sociaux, on a déjà commencé non seulement à utiliser et à valoriser ces sources comme argument, mais à les exploiter comme preuve d'une dérive autoritaire du régime. Alors, de cette histoire qui est déjà longue et dense, donc on est sur 6 mois, même si on prend les 3 premiers mois du mouvement, hein, qui sont probablement le moment clé, celui où il se passe le plus de choses, et où on est encore dans une dynamique très, très productive de la part de tous les acteurs, je veux dire aussi bien du gouvernement que des Gilets jaunes. Donc même si on réduit à ces 3 mois, évidemment, c'est une période déjà très longue pour l'analyse historique, et même si on se réduit aux vidéos, on est face à des centaines et des milliers de productions. Donc il est même pas question... je ne peux pas, en fait, vous présenter aujourd'hui une description de tout ce matériel. Alors, je vais me borner à 3 exemples qui sont pas forcément les plus... je pense qu'on pourrait sélectionner une douzaine de vidéos les plus marquantes, celles qui ont vraiment beaucoup tourné, qui sont les plus virales, et qui donc ont également comme particularité d'avoir été reprises par les télés. Et c'est ça la vraie raison pour laquelle, en fait, nous connaissons de façon très générale ces vidéos. Parce que, voilà, elles ont circulé des deux côtés, des anciens médias comme des nouveaux, mais pas tout à fait au même rythme. Et vous allez voir, c'est pas anodin. Donc, la vidéo de Mantes-la-Jolie, la première vidéo vraiment importante autour de laquelle se construit un grand débat, le 6 décembre 2018. L'épisode un petit peu moins notable, disons qu'avec le recul, ça paraît aujourd'hui un peu mineur, l'épisode des motards, le 29 décembre 2018. Mais vous allez voir pourquoi c'est important. Et puis, bon, bien sûr, l'épisode du boxeur, celui-là, on peut pas passer à côté, même si je ne déploierai pas le réseau extrêmement dense, là aussi, des déclinaisons de cette vidéo. Alors, on va revoir, si vous voulez bien, par exemple, la vidéo de Mantes-la-Jolie. Donc, on est le 6 décembre 2018. C'est une vidéo qui est tournée et diffusée par un policier, par le chef de brigade. Aujourd'hui, on ne connaît pas son nom.
Et donc, évidemment, la diffusion, déjà la prise de vue est discutable, mais la diffusion publique, en l'occurrence sur son compte Facebook, par ce policier d'une vidéo mettant en cause des mineurs est totalement en infraction avec la légalité, puisqu'on n'a pas le droit de montrer des images de mineurs. Donc, moi, dans la vidéo, c'est moi qui ai flouté les visages des jeunes. Donc, il y a une centaine de jeunes qui font l'objet d'une arrestation collective. Mais la vidéo originale laissait visibles ces visages. Voilà une classe qui se tient sage. Voilà, une séquence très courte, mais dont vous voyez bien qu'elle se suffit à elle-même. Je vais revenir sur ce type de déterminant. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Donc, cette vidéo est rediffusée très rapidement et devient virale en l'espace de quelques heures dès le soir du 6 décembre. Et on va avoir le premier grand débat public sur les réseaux sociaux, et essentiellement sur Twitter, qui vont donc être des commentaires de cette vidéo. Et voilà, c'est ça que je vais essayer maintenant de vous montrer. En fait, les commentaires sont plus importants que la vidéo. Voilà, je vous résume à peu près l'intervention que je vous présente, c'est ça. C'est-à-dire que la vidéo est évidemment une sorte de prétexte, une sorte d'embrayeur, mais dont l'importance est effectivement de produire ensuite une conversation en ligne. Et c'est en fait très précisément ça que j'appelle, dans mon jargon à moi, les images conversationnelles. C'est une image qui génère, en l'occurrence, un débat public et une controverse sur l'interprétation des images. Parce que, bien sûr, si la majorité des réactions s'offusquent d'un traitement jugé dégradant, on va aussi trouver, voilà quelques exemples de jugements donc négatifs de cette vidéo. Ces images de gamins à genoux vont faire le tour du monde, des méthodes d'État policier, des dizaines de vidéos d'appel à l'apaisement, des braves députés LREM trouvent ici leur miroir déformant. Et quand je fais ce genre de capture d'écran, je ne sais pas qui énonce. Voilà, ce sont des anonymes sur Twitter. En l'occurrence, en tout cas, pas des personnalités connues. Mais on va aussi trouver l'opinion inverse. C'est-à-dire des gens... Alors ici, Laurent Bouvet, lui, il est plus connu. C'est un chercheur cofondateur du Printemps républicain, très actif sur Twitter, et qui juge de son côté, au contraire, qui se réjouit et qui applaudit la fermeté des forces de l'ordre. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'interprétation des images, vous voyez, on a bien la même source, la même vidéo, mais on a deux interprétations différentes. Et cette interprétation dépend, en fait, de la façon d'interpréter les mineurs. Soit vous les considérez comme des enfants d'âge scolaire, et à ce moment-là, c'est des victimes, et là, vous êtes choqués, et vous trouvez cette vidéo scandaleuse, ou bien comme des délinquants, et c'est ce que font tous ceux qui identifient en particulier le contexte, donc Mantes-la-Jolie, le quartier, etc., qui est un quartier chaud et qui défraie la chronique depuis des années. Et donc là, ceux qui, comme Laurent Bouvet, donc jugent que cette vidéo non seulement n'est pas problématique, mais que bravo, allez-y, c'est un bon exemple du maintien de l'ordre, jugent évidemment donc les jeunes comme, a priori, comme des délinquants. Ça ne s'est pas vérifié par la suite, la procédure judiciaire qui a suivi, donc tout le monde a été relâché, et en fait, comme toujours dans les interpellations collectives, il y avait eu un certain nombre de dérapages et de violences faites par des jeunes du quartier, mais c'est pas eux qui ont été attrapés.
En général, quand la police arrive, ceux-là, ils sont déjà partis et on attrape les nigauds, quoi, ceux qui restent. Donc on peut partir du principe que ceux qui sont là, effectivement, sont ceux qui n'avaient rien fait. Alors, c'est cette caractéristique donc de controverse et de mésentente sur l'interprétation des images, hein, qui alimente énormément de tweets, impose de dépasser la simple expression de l'indignation. Il ne suffit pas, visiblement, de dire, la première étape, c'est de dire « oh là là, c'est scandaleux », mais ça ne suffit pas. Vous n'arrivez pas à convaincre Laurent Bouvet ou vos interlocuteurs en ligne, simplement en disant « je suis choqué ». Donc, on va voir des internautes aller chercher des documents, à faire des associations, aller chercher d'autres images, hein, pour dire, voilà, ces deux photos datent de 2 siècles différents, et pourtant, c'est la même réaction quand on ose ouvrir sa gueule. Donc, voilà, il y a tout un tas de comparaisons qui sont faites entre différents épisodes historiques, des humiliations collectives, il y en a même qui citent Daesh et les groupes terroristes. Bon. Et là, vous voyez qu'on est dans un exercice de lecture symbolique et de construction de l'interprétation collective, participative, dans un cadre qui est de quelques heures après la diffusion de cette vidéo, entre le samedi soir et le dimanche matin. Donc, alors, personnellement, je trouve cette forme de lecture symbolique du document vidéo qui est encore assez rare. La lecture symbolique, elle se fait plutôt sur des photos. Sur la vidéo, pour l'instant, on n'a pas encore vu souvent ce genre d'exemple. Donc ça, c'est déjà très intéressant. Mais ce qu'il est encore plus, c'est que la propagation de ce type de document montre que les participants au débat ne prennent pas simplement connaissance de la source de la vidéo, de l'information visuelle, mais simultanément des appréciations et des jugements qui l'accompagnent dans la conversation. Autrement dit, bien sûr, les tweetos lisent les commentaires et réagissent, pas seulement à la vidéo, mais à la vidéo et à ses commentaires. Et une internaute l'exprime de façon tout à fait nette. Alors ça, j'étais évidemment très heureux quand j'ai trouvé cet exemple. Ce soir, je vois les vidéos de Mantes-la-Jolie, stupeur. Cette vidéo de lycéens à genoux, en rang, les mains sur la tête pour certains, attachés pour d'autres, me glace, etc. Et puis, elle dit ce qu'elle fait. Elle raconte, puis je lis les commentaires, un peu partout, en réaction à cette vidéo. Beaucoup d'indignation devant ces attitudes inhumaines et aussi tous ces autres commentaires haineux. Et donc là, vous voyez qu'elle réagit non pas à la source, mais aux commentaires de la source. Voilà. Et donc là, on a quelque chose que je vous propose d'appeler une critique conversationnelle, c'est-à-dire l'établissement du sens, de la signification de ce qu'il faut lire dans cette vidéo, qui est un établissement collectif, sous la forme d'une controverse publique, donc dans une forme qui respecte, si vous voulez, les règles de la rationalité habermasienne, et qui donc se poursuit avec des milliers de messages pendant plusieurs heures. Bon. Donc là, je vais aller un peu plus vite parce que voilà, donc cette procédure va se répéter et s'intensifier au fur et à mesure du conflit, avec voilà cette idée au fond très simple. Donc là, je vous montre. Alors ça, c'est la deuxième vidéo des motards du 29 décembre. Et en fait, vous voyez que c'est la deuxième parce qu'il y a déjà un effet d'éditorialisation. Vous avez la signature de Clément Lano, jeune journaliste. En fait, c'est pas un journaliste, il n'est pas encore journaliste à ce moment-là. Il recevra sa carte de presse un peu plus tard et il va la photographier et la montrer tout fier sur Twitter. Mais Clément Lano est un jeune diplômé du BTS montage de Boulogne. Et voilà, c'est quelqu'un qui, comme beaucoup d'autres jeunes apprentis journalistes ou journalistes amateurs, voilà, se frotte aux manifestations des Gilets jaunes, produit des images et va ensuite donc ce qui est très important, et ça c'est pas tout à fait un comportement de journaliste traditionnel, se faire connaître en les diffusant en accès libre sur Twitter. Et du coup, ces images peuvent participer à la conversation. C'est une condition évidemment indispensable. Vous ne pouvez pas citer directement les images de la télévision, les images de BFM, ou alors quand elles sont en replay. Mais voilà, là, pour discuter le samedi soir après l'acte
X de l'événement, il faut avoir la source diffusable immédiatement. Donc voilà cet extrait. Voilà, donc l'exemple d'un affrontement. Quand on regarde ces images rétrospectivement, on se dit, ce qui est extraordinaire, franchement, 6 mois après, c'est qu'il n'y ait pas eu plus de cas qui est mal tourné. Parce que là, vous voyez, on passe vraiment pas loin d'un dérapage qui aurait pu vraiment faire des blessés ou de façon beaucoup plus grave. Là, il y a personne n'est tué. Finalement, c'est presque extraordinaire. Alors, là aussi, je vais couper la vidéo. Donc, conflit d'interprétation. Et même schéma, hein, on va avoir une construction d'interprétation à partir de différents extraits. Et il va y avoir donc la mobilisation et la comparaison de différents extraits, notamment 3 extraits qui vont permettre in fine, ça prend à peu près un jour et demi, pour arriver à l'interprétation correcte qui est que donc effectivement les policiers qui sont arrivés en moto, qui sont un petit groupe de voltigeurs, ont balancé des grenades de désencerclement alors que la foule qui manifestait était à peu près pacifique, et que c'est cette provocation qui a produit ensuite une réaction en retour de la foule. Alors, si vous voulez, l'établissement du sens lui-même devient presque un élément secondaire, hein, en tout cas dans mon exposé. Le point le plus important, hein, effectivement, c'est de comprendre qu'on est face à cette construction, à cette reconstruction participative de la signification. Alors, je ne vais pas m'étendre plus avant, là. Il nous reste peu de temps. Alors on va se repasser la séquence du boxeur quand même. Là aussi, ça aurait pu déraper de façon beaucoup plus grave. Hein. On est passé à côté de... Alors, j'ai malheureusement pas le temps de rentrer plus dans le commentaire de ces extraits sur lesquels il y aurait beaucoup à dire parce que, en fait, la vidéo qui accompagne... Là, c'est une vidéo de journaliste de réalisateur professionnel. Donc, elle accompagne le mouvement du
du boxeur, d'une façon qui l'isole en fait, et qui donc effectivement l'héroïse. Donc vous savez qu'il a été condamné ensuite à 1 an de prison. Donc il purge sa peine. Mais si vous regardez, on peut peut-être juste le début. En fait, vous pouvez voir qu'il y a tout un tas de gens derrière qui, ce sont eux qui ont déjà commencé à faire reculer les policiers. Et vous voyez là, tout le monde avance. Donc tous ces gens-là, après la caméra les lâche, vous restez sur Détinger, et puis c'est un mouvement beaucoup plus collectif. Mais bon, peu importe. Donc là aussi, on va avoir une reconstruction très savante et très abondante pour expliquer en fait les causes. Donc c'est extrêmement intéressant. Vous voyez toute cette espèce d'analyse sauvage qui est produite spontanément pour les raisons du débat public, hein, c'est-à-dire en gros pour convaincre des adversaires, parce que évidemment ce que cette vidéo ne vous montre pas, c'est pourquoi Christophe Détinger se comporte de cette façon et se met à taper sur des policiers. Donc on voit quelque chose, on voit un fait qui est les coups de poing, mais on ne sait pas, on ignore évidemment la raison de ce comportement, et c'est sur cette explication, donc parce qu'il y a eu un certain nombre d'antécédents qui vont progressivement surgir d'analyses très, très détaillées d'autres vidéos. Alors, pour résumer maintenant et conclure, cet exercice donc de critique participative requiert donc la disponibilité de sources rediffusables. C'est très important. Vous voyez, là déjà, j'ai fait l'exercice, je vous ai remontré le début. On ne peut jamais comprendre correctement des séquences aussi brèves et qui sont en fait très denses en informations avec un seul visionnage. Donc ça veut dire qu'il y a des conditions de disponibilité très particulières de ces vidéos qui doivent être, en l'occurrence, comme c'est le cas, en accès libre et que vous devez pouvoir revoir, revisionner un certain nombre de fois. Et quand vous êtes dans une argumentation et où on vous dit mais non, c'est pas ça, etc. Alors vous retournez voir la vidéo, vous la regardez une deuxième fois, etc., etc. Donc on est dans une vision très très approfondie des détails de la vidéo, mais qui donc dépend d'une condition de disponibilité qu'on ne peut trouver que sur les réseaux sociaux. C'est impossible d'avoir ce type de disposition à la télévision ou sur justement d'autres médias. Alors, les éléments de conclusion. On va aller vite pour laisser un peu de temps peut-être à la discussion. L'effet politique immédiat. On vient d'avoir les élections européennes et ces élections ont permis de montrer que la crise des Gilets jaunes n'avait pas d'effet mesurable sur le plan électoral. C'est l'avis de Barbara Stiegler que je partage. C'est-à-dire que sur le plan de la mécanique politicienne, il n'y a pas d'effet. Même si vous voulez, en fait, le score du Front National a baissé par rapport à 2014. Et le seul, finalement, le camp qui, d'après les statistiques, les sondages effectués par Ipsos, c'est le plus mobilisé, c'est le camp La République En Marche. Et qui dans les 2 derniers jours, ont fait augmenter le score d'Emmanuel Macron, enfin de La République En Marche. Donc, sur le plan, je dirais, non pas politique, mais de politicien, ou de la mécanique politicienne, il n'y a pas de doute sur le fait que le gouvernement a gagné, et du point de vue qui est en tout cas le sien, puisqu'il n'y a pas d'effet électoral, eh bien on peut continuer comme ça, et c'est exactement ce qui est en train de se produire, avec non seulement aucune inflexion de la politique de réforme néolibérale de Macron, mais au contraire une accélération dans ces réformes. Donc c'est véritablement lu comme un encouragement.
Et pourtant, on aurait tort de s'arrêter, évidemment, à ce seul type de conséquences. Il s'est passé autre chose simultanément. Là, je vous montre une couverture du Spiegel qui date d'avril 2018, il y a à peine plus d'un an. Et il y a un an exactement, c'était avant l'affaire Benalla, Emmanuel Macron était le sauveur de l'Europe. Vous le voyez ici, à côté d'Angela Merkel et derrière la figure fantomatique de Trump, muni d'un extincteur. Et la légende nous dit qui va sauver l'Occident. Et la réponse du Spiegel est claire, c'est Emmanuel Macron. Alors vous voyez à quel point aujourd'hui, un an après, cette image est brisée. Le sauveur de la démocratie, aujourd'hui, est accusé de déni par les instances comme l'ONU, qui disent, voilà, il faudrait quand même maintenant que le gouvernement sorte de son déni de réalité. Et le déni de réalité, c'est le déni des violences policières, c'est-à-dire le déni des vidéos. Puisque la seule source des violences policières, c'est les vidéos. Et donc, l'accusation de déni, elle est très intéressante de mon point de vue, parce que l'accusation de déni, c'est un effet de la visibilité. C'est-à-dire que ce que nous dit l'ONU, c'est que vous ne pouvez pas refuser de voir quelque chose que tout le monde a vu. Là, on est dans une situation de rupture de rationalité. Alors, sur le plan de la théorie de l'information, maintenant, la première conclusion est tout à fait claire. Il y a clairement une performativité de la vidéo. Bon, ça a l'air d'une évidence, mais c'est toujours très bien quand on peut le prouver, et pas simplement le postuler ou l'énoncer. Donc là, on a un ensemble d'éléments très riches pour nous montrer la performativité du document visuel et en particulier du document filmé. Et là, je vous montre un contre-exemple qui est l'exemple de Geneviève Leguet, qui à Nice s'est fait bousculer, enfin plus que ça, il s'est fait tabasser par des policiers, mais dont l'action proprement dite, donc ces faits-là, n'ont pas été filmés. Donc on voit, il y a une vidéo qui a montré, mais très mal, les à-côtés de cette bousculade, mais il n'y a pas de vidéo équivalente à celle du boxeur d'Étinger qui montrerait là ce qui s'est passé. Et du coup, dans ce cas, on est dans une sorte de flou. Vous voyez, ça n'est pas, cette affaire-là n'est pas ressortie d'une façon claire et nette. On a des oppositions de témoignages. On est dans le flou habituel du traitement juridique et on va attendre le procès pour avoir la réponse. Donc, si vous comparez ça avec, disons, la vidéo de la Salpêtrière du 1er mai, voilà, 24 heures après l'affirmation par le ministre Castaner de l'intrusion brutale de militants à l'intérieur de l'hôpital, il est obligé de revenir sur ce qu'il a dit et de démentir, même si, évidemment, il ne l'a pas fait de très bonne foi. Mais, vous voyez, la vidéo constitue un argument irréfutable. Donc voilà, les contre-exemples montrent véritablement toute la différence entre les cas où il y a un témoignage d'enregistrement ou pas. Maintenant, l'autre point évidemment important, et pour moi ça c'est la démonstration principale de ce qui s'est passé, en particulier pendant les 3 premiers mois du mouvement, c'est que la robustesse de la preuve de la vidéo n'est pas à proprement parler technologique au sens où ça serait la garantie de l'enregistrement qui vient de la vidéo. Parce que il y a eu aussi des fausses vidéos. Il y a eu, par exemple, souvenez-vous, ça c'était au mois de décembre, le faux salut nazi d'un gilet jaune qui est filmé, qui est rediffusé par je ne sais plus quelle télévision en coupant le son. Et en fait, le gilet jaune dit « Ave Macron ». Et donc c'est un salut romain. Alors vous me direz, c'est pas très malin. Mais bon, donc c'était pas un salut nazi. Enfin bref, donc peu importe. Donc les manipulations, selon des modalités là aussi très intéressantes. C'est toujours tout le monde parle des logiciels qui permettent
tricher, de fausser une image, mais en fait, c'est pas du tout ça qu'on utilise. En général, on utilise des enregistrements décontextualisés. Donc soit un autre moment ou un autre lieu, et c'est comme ça qu'on fait des fausses vidéos. Mais donc des fausses vidéos, il y en a eu, et en vertu de la critique conversationnelle, qui est extrêmement efficace, donc tous les faux documents ont été évacués en un temps très court, et ne sont donc restés que les documents qui étaient établis consensuellement comme authentiques. Et cet établissement n'est pas tout à fait le même que celui d'un établissement par des journalistes ou le fact-checking, etc. C'est assez curieux. Alors, la preuve de ce fonctionnement, c'est le fait que depuis maintenant 4 mois, 5 mois peut-être, les télévisions, donc les chaînes d'infos comme BFM, LCI, ou les journaux télévisés comme France 2 ou TF1, rediffusent effectivement, non pas des vidéos au hasard et des vidéos qu'on trouve sur Internet, mais rediffusent à peu près 2 jours après. Ils prennent le temps, ils prennent 48 heures de délai. Entre le moment où la vidéo apparaît et va faire l'objet à la fois de la discussion et je dirais de la sélection conversationnelle, parce que donc au cours de ce processus, si vous voulez, à l'entrée, il y a plusieurs vidéos, il y a des dizaines de candidats à la viralité, et puis au final, le dimanche matin ou le dimanche dans la journée, vous n'en avez plus que 2 qui sont devenus les points centraux du débat, qui sont les vidéos les plus commentées et qui sont, parce qu'elles ont un certain nombre de caractéristiques. En particulier, il faut une information suffisamment complète pour que la vidéo puisse effectivement prendre un statut de preuve. Donc ça ne marche. C'est pas juste parce que c'est de la vidéo. Vous voyez, ça ne marche pas à tous les coups. On peut avoir des fausses vidéos. On peut avoir des vidéos qui sont inadéquates et qui ne montrent pas suffisamment l'événement ou qui le montrent d'une mauvaise façon. Et du coup, elles ne vont pas pouvoir servir d'argument. Donc véritablement, c'est dans ce cadre argumentatif que se construit, que s'établit, au sens de la critique philologique, l'efficacité, la performativité de ces séquences. Et donc, la conclusion, c'est que c'est la critique conversationnelle qui établit la crédibilité de ces documents. Et donc, les télévisions nous le prouvent en attendant que ce travail soit arrivé jusqu'à son terme, avant de reprendre effectivement les 2 vidéos qui ont été sélectionnées sur Twitter et dont plus personne ne dit qu'elles sont fausses ou qu'elles sont... voilà. Et donc, au fond, au bout de 2 jours, tout le monde est convaincu de l'authenticité de la vidéo. Alors, voilà, je vais passer sur les leçons médiatiques. Et puis, dernier point... sur le plan, si vous voulez, alors là vraiment complètement de théorie et de narratologie de la visibilité, là aussi on a un ensemble d'informations extrêmement intéressants qui vont à l'encontre d'une vision un peu élémentaire de la visibilité, celle qu'on trouve par exemple dans l'ouvrage de Nathalie Hennig, l'ouvrage éponyme de la visibilité, où la visibilité est précisément décrite essentiellement comme une condition technique. Nathalie Hennig nous raconte par exemple que voilà, à partir du moment où on a la photographie, eh bien, ça crée de la visibilité et que les gens qui sont pris en photo deviennent plus visibles. Alors, vous voyez, non, c'est pas du tout comme ça. Il y a en fait des conditions de légitimité qui sont très différentes. Donc les conditions techniques, oui, elles sont indispensables au départ. Si vous n'avez pas d'enregistrement, vous n'avez pas de matériel qui va être soumis à la critique conversationnelle. Mais ensuite, on a en fait tout un tas de filtres qui sont des filtres, je dirais, qui relèvent des mécaniques de l'hégémonie culturelle qui sont décrites par Gramsci. Donc là, dans le match, si vous voulez, entre Habermas, la sphère publique, selon Habermas, qui est un combat à égalité de rationalité et où celui qui a un meilleur argument gagne, en très très simplifié, c'est la sphère publique de Habermas, ou l'espace public, selon les termes. Eh bien, non, en fait, ça ne suffit pas. Donc cette rationalité, oui, elle opère dans la conversation, mais ensuite, on a des effets hégémoniques, c'est-à-dire des tris qui s'effectuent par le jeu des positions et des positions de légitimité.
Et le dernier point, eh bien, c'est que ce que démontrent, à mon avis, tous ces... en tout cas, là, c'est des questions maintenant que je me pose. Mais si vous voulez, ce qu'indique, je pense, c'est cet ensemble de documents et de comportements, c'est que la sphère publique que rêve Habermas, hein, en pensant au XVIIIe siècle et aux philosophes des Lumières, au fond, et qui repose effectivement sur une visibilité alternative à la décision politique. Hein. L'un des éléments essentiels de la thèse de Habermas, c'est de nous dire, voilà, il y a l'espace politique, qui est celui où se prennent les décisions, et puis il y a un autre espace, il y a un espace alternatif, qui est celui de la formation de l'opinion publique, et qui est donc, en fait, qui correspond peu ou prou à l'espace médiatique. Même si chez Habermas, c'est aussi essentiellement un espace éditorial. Mais cet espace et la visibilité qu'il confère à un certain nombre d'idées ou d'arguments ne fonctionnent que, évidemment, dans une société ouverte, dans une société qui accepte une dose de mouvement et la remise en question par l'opinion publique. C'est ça le fonctionnement de la sphère publique, et c'est le fonctionnement auquel on était habitué jusqu'à il y a peu. Et donc, à partir de là, effectivement, l'idée qui a été celle de tous les théoriciens du web a été de dire, à partir du moment où on a une sorte d'extension de l'espace médiatique à travers le web et les outils des réseaux sociaux, eh bien, on va donner plus de visibilité à des outsiders, ce qui va modifier les termes du débat. Et à plus d'un égard, c'est bel et bien ce qui s'est passé. Là, on a une visibilité des vidéos, on a des documents qui sont tout à fait reçus et pris au sérieux comme des preuves. Et puis, rien ne se passe. Il n'y a pas d'effet politique. Ou, disons, il y a un effet politique à long terme, très vraisemblablement. Ça, ce sont des paris maintenant, hein, qu'on vérifiera dans quelques années. Mais il n'y a pas eu l'équivalent, si vous voulez, des décisions qui ont permis d'arrêter mai 68 en juin, hein, quand De Gaulle dissout l'Assemblée et convoque les accords de Grenelle. Donc voilà, la sortie mai 68. Pourquoi mai 68 a duré 2 mois et pas 6 mois comme les Gilets jaunes? C'est parce qu'il y a eu une réponse politique. Et donc là, on a un effet de visibilité, on a, je dirais, des preuves contradictoires qui se sont manifestées, mais sans effet politique. Ce qui signifie que eh bien, ce qui est en train de se passer, c'est que nous sommes en train de sortir du schéma de la sphère publique d'Habermas, hein, de façon un peu discrète. Et donc voilà, il ne faut pas exagérer les jugements. Hein. Je pense que nous sommes encore en démocratie, mais si nous sommes encore en démocratie, ce n'est plus tout à fait la même. La démocratie que nous laissent les gouvernements actuels sont très visiblement décrivent une société qui est extrêmement crispée, hein, avec des effets de l'égalité de façade, des oppositions de camps qui sont portées aux extrêmes, et un maintien d'une apparence démocratique qui s'effectue essentiellement par la force, et je dirais pas seulement par la force physique, matérielle, mais par la force de l'hégémonie. Et ça ne me paraît pas être évidemment la meilleure manière de maintenir une démocratie. Je vous remercie. Je ne sais pas si on a encore le temps pour des questions, parce que j'ai dépassé... Est-ce qu'il y a des questions urgentes ou de la critique conversationnelle? Oui. Là, il n'y a pas eu de critique. Ouais. Non, tout à fait, je suis d'accord.
parce que c'est Le Monde qui a sorti la vidéo Benalla, pas qui l'a diffusée. Vous vous souvenez que, en fait, c'est une vidéo qui a été tournée par un militant qui était à l'époque, il y a un an, militant de la France Insoumise, Taha Bouafs, et qui est depuis devenu journaliste indépendant, qui était donc, voilà, comme d'autres jeunes intervenants engagés, présents sur les lieux de manifestation, qui tourne cette vidéo et qui la voit, qui n'identifie pas Benalla parce que voilà, il était masqué, et qui diffuse cette vidéo le soir du 1er mai sous le titre violence policière ou tabassage, je ne sais plus exactement. Et ce qui signifie que pour lui, ces images sont déjà scandaleuses en soi. Parce que effectivement, même si ce sont des policiers qui se prêtent à ces brutalités, elles sont déjà insupportables. Mais cette vidéo va tomber dans l'oubli, ne produit pas d'effet viral, et c'est Le Monde qui, à partir d'informations externes, qui ne sont pas lisibles là encore dans la vidéo ne suffit pas à identifier Benalla, par exemple. Donc là, il faut en fait avoir des informations qui venaient de la police. Donc le Monde a bénéficié de fuites, si vous voulez, et a enquêté, et a, si vous voulez, produit les éléments de l'authentification traditionnelle du journalisme. Et donc cette vidéo, du coup, n'a pas eu à subir la vérification de la conversation. Elle a été diffusée, effectivement... Enfin, pardon, elle était diffusée, en réalité. Elle était disponible sur Twitter. Et l'article du Monde redonnait le lien initial à l'original, qui était la vidéo de Taha Bouafs, qui était donc toujours disponible. Donc, elle était disponible en ligne. Et du coup, on a pu la réutiliser pour des mèmes, ou pour différents éléments de critique. Mais du coup, effectivement, vous avez raison, on n'est pas du tout dans ce schéma de construction d'une légitimité, parce que c'est Le Monde qui a donné, si vous voulez, c'est la crédibilité du Monde, hein, et le fait qu'ensuite l'information n'a pas été démentie. Hein. Donc les acteurs eux-mêmes ont dit oui, c'est moi, j'étais là, etc. Donc c'est pas tout à fait le même schéma. Hein. C'est la même source, mais c'est pas le même circuit. Donc là, on a vraiment une validation journalistique normale, si vous voulez. Oui ? Est-ce que vous pourriez dire la même chose pour les arguments verbaux ? Parce que si la discussion à propos de vidéos peut apporter toujours un résultat véridique, Pas toujours. comme vous le dites, pourtant. Non, pas... Quand même qu'à la fin, après 2 jours, on en sait assez pour avoir un propos correct. C'est en tout cas ce que croit la majorité des acteurs. Et par exemple, personne n'a fait la critique, si vous voulez, de la vidéo du boxeur. Pour moi, cette vidéo, disons qu'elle est très professionnelle, parce qu'il faut bien s'imaginer que l'événement est imprévu. Voilà, on n'est pas du tout dans quelque chose qui était prévisible. Donc la réaction du caméraman, qui est de se mettre dans le bon axe et de suivre le mouvement, c'est du très bon travail de professionnel. Mais ça pose un problème dans le fait que ça biaise la description de ce qui est un phénomène collectif, et qui donc isole effectivement le personnage. Mais donc cette critique-là, je ne l'ai pas produite sur Twitter, et donc elle ne fait pas partie du débat, si vous voulez. Donc il y a de la perspectivité, et finalement il y a une vérité qui ressort, du matériel. Alors, ça, c'est le résultat de la critique participative. Voilà, au bout des 2 jours, on a je dirais pas une vérité, on a un consensus. Vous voyez, on a un consensus d'interprétation sur la vidéo, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Non, c'est vrai, c'est un consensus qui est quand même pris au sérieux par les médias. Absolument. Comme source. Absolument. Voilà. Pourquoi il n'y aurait pas cela avec des arguments verbaux à ce moment-là, sur les mêmes médias ? Mais c'est le cas. C'est le cas. Le mouvement MeToo, ce sont essentiellement des témoignages écrits,
Et en l'occurrence, ce sont des témoignages qui ont été jugés comme crédibles et légitimes, là aussi de façon consensuelle. Et on peut aussi s'interroger, le cas échéant, sur tel ou tel. Bon, voilà. Donc on peut tout à fait avoir ce travail. C'est pour ça, si vous voulez, je dis bien, ce qui est important dans le mécanisme que je décris, c'est pas le caractère technique de la vidéo qui suffirait à prouver en tant que tel, à apporter la preuve de l'authenticité. C'est vraiment tout cet environnement qui est véritablement un établissement au sens d'un établissement d'une source, d'établissement du texte. Et donc ça peut se produire en effet aussi sur des témoignages écrits. Une vidéo, c'est un témoignage. De ce point de vue-là, ce sont des formes documentaires. Ce sont des formes auxquelles on attribue le pouvoir de véhiculer une information sur un sujet par ailleurs brûlant. Oui, je vous en prie. Ah oui. Qui font que certes, les journalistes ils sont là pour aller chercher des informations, les gens motivés pour voir ce qui se passe autour des gilets jaunes vont le faire. Les autres, les liens avec le politique, justement, ce qui peut changer, pas changer. Oui. Alors, je vous remercie beaucoup pour cette question. Ça me permet effectivement de préciser un point important. Les réseaux sociaux sont souvent vus comme un espace de communication au sens de la communication politique, de la communication militante, c'est-à-dire au fond comme l'équivalent d'un support d'activiste qui a quelque chose, qui a un message à faire passer et qui va le faire passer au sein de sa bulle. Bon. Et en l'occurrence, oui, ce fonctionnement existe. Par exemple, les Gilets jaunes se sont beaucoup servis de groupes Facebook pour communiquer entre eux, pour faire circuler des informations, pour choisir des points de rendez-vous, etc., etc. Donc cette activité-là, elle existe. Mais là, moi, ce que je vous ai décrit, ça n'a rien à voir avec une activité de communication. En réalité, c'est la communication d'un côté gouvernemental n'atteignait pas non plus le grand public sans la médiation des grands médias. Et de l'autre côté, si on fait symétrique, la communication des Gilets jaunes, elle n'a pas non plus... moi, je n'ai pas vu, par exemple, je n'ai pas vu beaucoup de messages de Gilets jaunes estampillés vraiment, de débats tels qu'ils avaient lieu sur les forums, repris et devenir viraux dans la conversation. Donc la conversation, c'est une médiation, ce n'est pas une communication. C'est une forme de médiation, c'est-à-dire effectivement d'appropriation par l'espace public et par donc des gens d'avis différents. Là, vous voyez bien, je vous ai montré des débats, des controverses, des gens qui ne sont pas d'accord. Et donc là, on n'est plus... Ça c'est une contradiction intéressante de la thèse de la bulle de filtre. Si on se dispute, il n'y a pas de bulle. Ou alors c'est une drôle de bulle, parce que si c'est une bulle qui permet que vous ne soyez pas d'accord, elle n'est pas très étanche, quoi. Donc en fait, alors il y a des différences. Par exemple, Facebook est plus fermé que Twitter. Et c'est pour ça que la plupart de ces controverses ont lieu sur Twitter, parce que Twitter est un espace beaucoup plus ouvert. Son algorithme, si vous voulez, effectivement, permet un échange beaucoup plus large, de sorte que les contenus deviennent plus rapidement viraux sur Twitter, et donc ont beaucoup plus de chances de toucher des opposants. Et c'est quand vous allez toucher un opposant que vous allez avoir l'effet d'argumentation contradictoire. Disons, voilà, moi je ne discute pas habituellement avec Laurent Bouvet, je ne suis pas abonné à Laurent Bouvet, c'est peut-être un tort, mais enfin voilà, il s'avère que c'est comme ça. J'ai un petit groupe d'abonnés que je suis et qui me filtre ma conversation. Donc quand moi je vois arriver Laurent Bouvet dans ma conversation, ça veut dire que le tweet de Laurent Bouvet est devenu viral. Il est passé par-dessus les filtres, il est passé par-dessus la bulle de followers. Et c'est ça qui se passe tout le temps sur Twitter, en tout cas quand on a des phénomènes, si vous voulez, comme ça, d'accélération et d'intensification de l'attention. Il faut la crise des Gilets jaunes
pour avoir ces effets où on traverse les frontières, quoi. Il faut que les gens soient impliqués. Non, mais il faut que vous vous sentiez concernés. Hein, voilà. C'est une violence argumentative, si vous voulez, c'est une très bonne violence. Hein, je suis désolé, il faut quand même pas. Hein, c'est pas la même chose de se taper dessus avec des matraques et d'argumenter de façon rationnelle en ligne. Moi, je préfère beaucoup la deuxième façon. Non. Et ce qui n'est pas obligatoirement le cas dans ma perception du pouvoir, que je trouve pas très convaincante. Donc, je veux dire, l'hégémonie a aussi quand même une part de soft power, comme on dit. Écoutez, je suis assez d'accord avec vous. Ok. On va lever le camp, mais oui, je suis d'accord avec vous, c'est un terme compliqué et ambigu. Donc parlons plutôt de légitimité. Ça c'est plus facile à établir. Merci beaucoup.